Bonjour et bienvenue à ce webinaire indispensable. Ce webinaire est consacré aujourd'hui à la team handicap Pôle emploi Cap Emploi et nous allons également vous faire un focus sur l'immersion facilitée. Mais avant de démarrer et d'introduire ce webinaire, l'idée c'est de vous rappeler quand même ce que sont les indispensables. Donc les indispensables, c'est toute l'année des solutions, des outils pratiques en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap et donc accompagner les recruteurs du secteur sanitaire et social dans leur démarche. Mais c'est également des journées indispensables, donc chaque année en juin, des journées où des événements nationaux sont portés par l'association ETH, ou des webinaires comme celui-ci, et également des événements de proximité organisés par les adhérents de l'accord et également les partenaires. Mais sans plus attendre, je vous propose donc de démarrer ce webinaire. Donc, je suis en compagnie aujourd'hui d'Anne-Cécile Richard. Donc, Anne-Cécile qui est déléguée régionale Île-de-France KEOPS. Donc, bonjour Anne-Cécile. Anne-Cécile, pouvez-vous vous présenter et présenter KEOPS ? Oui, bonjour, merci Marie, merci à l'ETH de nous accueillir sur ce temps d'échange. Donc, je suis déléguée régionale KEOPS Île-de-France. Donc, le réseau KEOPS Île-de-France, c'est le réseau des CAP Emploi qui sont présents sur chaque département et qui ont un rôle en proximité sur chaque département en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap avec une mission de délégation de services publics, que ce soit sur l'accès à l'emploi, qui vont plus nous orienter les débats d'aujourd'hui, ou également sur la question du maintien en emploi, de l'évolution professionnelle, donc tous les actifs occupés en situation de handicap pour préserver l'emploi ou accompagner le développement d'emploi. Donc on va revenir sur la question de l'accès à l'emploi qui est le thème d'aujourd'hui. Du coup, le rôle de KEOPS et de KEOPS de chaque région, dont KEOPS Île-de-France, c'est d'accompagner les structures départementales dans le développement d'actions, que ce soit en direction des personnes en situation de handicap elles-mêmes, en direction des employeurs partenaires, dont les adhérents bien sûr de l'OETH, et en direction des partenaires, organismes de formation, dispositifs sociaux, de prestations, etc., qui vont coagir avec nous en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci Anne-Cécile. Il y a un an, KEOPS s'est engagé auprès de l'OETH en signant la charte donc indispensable. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le sens pour vous de cette charte dans le quotidien ? Oui, donc les KEOPS régionaux et KEOPS Île-de-France, en l'occurrence, on est dans la lignée de l'engagement national du réseau KEOPS de signataires de la charte des indispensables. En tant qu'opérateur de placement spécialisé et de mission qui nous a été déléguée par l'État d'une action qui est dédiée à 100% en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, c'était une évidence que de pouvoir être partie prenante et active, que ce soit dans les éléments autour des repérages de profils, dans les opérations en faveur de la mise en relation, mais également de l'accès à la formation de vos métiers, où également on contribue à toutes les opérations en faveur de l'accessibilité universelle. Alors, il nous paraissait important aujourd'hui d'aborder deux sujets, en fait, de mettre en lumière le rôle aujourd'hui des teams handicap, donc Pôle emploi, Cap emploi, et puis on fera un focus un peu plus tard sur l'immersion facilitée. On a vu naître donc, il y a quelque temps le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi, et donc aujourd'hui nommé Team Handicap. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qu'est la Team Handicap et son fonctionnement ? Oui, alors pourquoi déjà c'est la naissance de ces Team Handicap qui s'est déployée depuis 2 ans et demi maintenant, qui a été abouti au 31 décembre dernier. Pourquoi ? Ce sont les services, l'État qui déjà dans un principe de rendre plus inclusifs les services en direction des personnes en situation de handicap, les services de l'État en général et les services emploi en particulier, ont décidé de trouver aussi une logique de simplification d'accès aux services, que ce soit pour les personnes, mais également pour les employeurs qui souhaitent les recruter. Donc l'objectif a été d'installer dans chacune des agences Pôle emploi de France, et donc par déclinaison de l'Île-de-France, des teams handicap, donc des équipes composées de conseillers
issus du réseau Pôle emploi, mais également des ressources de Cap emploi qui viennent en appui de ces teams handicap pour agir localement auprès des demandeurs d'emploi de l'agence. Donc vraiment d'avoir un service de proximité et recentré autour des personnes en situation de handicap inscrites au Pôle emploi de chacune de ces agences. Donc aujourd'hui, elles sont au nombre d'agences du territoire, donc à peu près 850 en France. Si on prend l'Île-de-France, qui est une grosse région, c'est 121 teams handicap qui sont installés pour accompagner près de 500 000 demandeurs d'emploi travailleurs handicapés si je prends la France et près de 57 000 si je prends l'Île-de-France. Voilà. Et ensuite, il faut savoir que le conseiller Cap emploi qui va être présent, référent, on va dire, au sein de cette team handicap, référent expert ressources, il est à la fois référent expert ressources pour les demandeurs d'emploi de l'agence, qui soient ou non accompagnés par lui ou par un conseiller Pôle emploi, mais pour vraiment apporter les éléments sur la compensation nécessaire dans le projet vers l'emploi. Donc il y a vraiment un rôle d'expertise ressources. Mais le conseiller Cap emploi vient aussi dans sa besace avec l'ensemble de son réseau partenarial qu'il connaît bien. Donc il va venir avec sa bonne connaissance et sa bonne pratique métier de l'accès aux ESRP, des mobilisations de dispositifs de type emploi accompagné, les mesures dont on parlera tout à l'heure comme l'immersion facilitée, etc. Donc il vient effectivement avec une pratique d'accompagnement de public au sein de l'agence, mais il vient aussi avec sa pratique et son expertise en direction de l'entreprise, des relations employeurs, donc secteur public, privé et non marchand, dans la particularité de recrutement de personnes en situation de handicap. Et concrètement, lorsqu'on est demandeur d'emploi en situation de handicap, on est systématiquement accompagné par cette team Alors, quand on est demandeur d'emploi en situation de handicap et qu'on s'inscrit à son agence de proximité, alors déjà en première inscription, ce qui va déjà ouvrir les droits à l'indemnisation, ça va être la priorité, on va dire déjà. Mais une fois que ces éléments ont été mis en place et que le diagnostic emploi il va être effectivement orienté vers la team handicap et la prise en charge de l'accompagnement, l'engagement de l'accompagnement va se faire au sein de la team handicap selon la nécessité de compensation et d'expertise par rapport à la compensation, soit par rapport par un conseiller Pôle emploi de la team handicap, soit par le conseiller Cap emploi référent de cette team handicap. Et en se plaçant côté employeur, comment ça se passe alors ? Et côté employeur, c'est la même chose. Alors je dirais qu'il y a deux options en fait. Alors c'est vrai que l'employeur qui a l'habitude de travailler avec son agence de proximité dans le dépôt d'offres, etc., peut effectivement poursuivre cette relation en faisant part quand même de son ouverture à recruter des personnes en situation de handicap pour que l'agence associe bien cette team handicap au sourcing de candidats. Mais il y a également des employeurs qui ont déjà des relations installées avec un conseiller Cap emploi. Ils peuvent tout à fait continuer à contacter ce conseiller Cap emploi. Je dirais après, c'est charge au conseiller Pôle emploi ou au conseiller Cap emploi qui sera sollicité de coordonner derrière ce qui se fait en cuisine, on va dire, pour travailler la réponse surtout à l'employeur. Le conseiller Cap emploi va pouvoir continuer, comme il faisait auparavant, à se déplacer sur les sites de l'entreprise. Et je pense que ça, c'est une plus-value aussi, de pouvoir aller à la rencontre des employeurs pour observer l'environnement de travail, pour rencontrer l'équipe de travail, le management de proximité, puisque c'est un des facteurs importants dans le recrutement de personnes en situation de handicap. C'est un service qui est plutôt nouveau, on va dire, dans le paysage. Où on en est dans le déploiement aujourd'hui? Il y a des teams handicap partout? Alors, oui, c'est effectivement un gros travail, puisque ça va aussi faire converger le travail sur un SI commun, puisque ce n'était pas le cas précédemment. Donc ça va converger vers un SI commun, donc il faut aussi s'approprier ces nouveaux outils, mais aussi ça ouvre le champ du recrutement à l'ensemble des travailleurs handicapés inscrits à Pôle emploi, recentrés sur cette team handicap et non pas éparpillés un peu partout. Donc ça, c'est un des effets positifs attendus. C'est un co-engagement des équipes Pôle emploi Cap emploi dans l'amélioration du taux de retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là.
l'agence de proximité reste quand même le service prioritaire, je dirais, à contacter pour justement être en réponse de proximité. Voilà. Pour autant, on peut travailler aussi à l'échelle départementale, voire régionale, et là l'appui du réseau effectivement est importante, puisqu'on peut être amené à avoir des réflexions à plus long terme sur des montages de formations qui vont impliquer non pas les demandeurs d'emploi d'une seule agence, mais les demandeurs d'emploi d'un territoire ou de plusieurs territoires. Donc là, on peut tout à fait travailler à du montage de projets en inter-équipe. Et ça, en lien avec le conseiller Cap Emploi ou en lien avec KEOPS, on peut tout à fait, et en lien avec l'OETH aussi, on peut tout à fait s'y atteler. Et donc un employeur qui aura un projet de recrutement avec une formation, il s'adresse à une porte d'entrée qui est soit le Pôle Emploi ou Cap Emploi, la team handicap, oui. Et après le lien est fait. Donc. Je crois que ce qui est important au-delà des institutions, des structures, des organisations, c'est de créer le lien avec un conseiller, quel qu'il soit, d'avoir un bon lien installé avec un conseiller qui va emmener aussi son réseau de partenaires et de professionnels. Et effectivement, l'employeur, son rôle, il est pas forcément de passer sa journée à chercher auprès de qui je vais pouvoir trouver, mais il est de faire tourner son établissement. Mais effectivement, c'est là où le partenaire identifié, le conseiller identifié, peut dire « Ah tiens, on pourrait associer tel partenaire de centre de bilan, on pourrait associer, etc. » Donc, on doit aussi travailler dans cet esprit-là, en fait, d'amener de la ressource complémentaire indirecte, si j'ai envie de dire. Merci Anne-Cécile pour cette présentation très claire de la team handicap Pôle Emploi Cap Emploi. On a vu qu'il y avait une besace d'aide et de dispositifs à disposition donc, des conseillers. On a lancé une enquête BVA auprès de nos adhérents et donc dans l'ensemble des répondants, 41% des répondants connaissent le dispositif d'immersion facilitée qui est anciennement PMSMP. Seulement 30% l'utilisent. Ça nous paraissait important puisqu'on pense à OETH en tout cas que c'est un dispositif qui peut vraiment favoriser et permettre l'accès, et pas que l'accès, vous allez nous en parler, à l'emploi. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce dispositif, nous faire un petit focus autour de ce dispositif d'immersion facilitée? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment le mobiliser? Oui, effectivement, vous avez raison, Marie, il y a plein de dispositifs d'aide et mesures et je pense que c'est aussi important de savoir que les conseillers sont à votre service aussi pour vous informer sur ces mesures déjà quand vous en avez besoin, mais également pour penser que cette mesure pourrait être utile pour vous si vous ne la connaissez pas. Donc c'est là où je reviens à l'idée de bien connaître, d'avoir un partenaire relais identifié, un conseiller, pour qu'il puisse penser à telle ou telle mesure qui pourrait exister et dont vous n'avez pas forcément connaissance. Après, une mesure ou une prestation, quelle qu'elle soit, elle a de sens si elle répond à l'objectif, et en l'occurrence qui est finalement l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, mais si toutes les parties prenantes trouvent leur compte en fait aussi dans cette mesure. Voilà. Donc l'immersion facilitée, elle a 3 objectifs. Elle a été créée pour répondre à 3 objectifs qui sont découvrir un secteur ou un métier, qui sont préparer une entrée en formation. Parce que l'idée de rentrer en formation, c'est pas que de rentrer en formation, c'est de se former et puis derrière d'en sortir et de trouver un travail. Donc c'est vraiment préparer et sécuriser un projet de formation, ou c'est préparer un recrutement dans un esprit de stage d'observation, on va dire, pour les 3 motifs. Ce que ça n'est pas, c'est que ça n'est pas une période d'essai. Voilà, ça c'est vraiment important de le préciser, quel est le sens qui a été donné à cet objectif de l'immersion facilitée. Moi je pense que du côté de l'employeur, ça peut être aussi une façon autrement de promouvoir ces métiers, et de promouvoir ces métiers en associant ses collaborateurs, parce que je pense aussi que la logique de pair à pair, elle est très importante. Et quand vous avez des gens qui aiment leur métier, qui parlent de leur métier à quelqu'un qui vient en immersion facilitée, c'est le meilleur ambassadeur. Donc c'est une façon de répondre aussi à la promotion des métiers, complémentaire à ce qui existe, il n'y a rien d'alternatif. Voilà. C'est aussi une façon de repérer des candidats.
Donc de repérer les candidats à court, moyen, long terme. Je veux dire, l'entreprise, l'employeur, privé, public, non marchand, sait qu'il va avoir des absences prévisibles ou non prévisibles, des départs en retraite, etc. Donc c'est une façon aussi d'initier un sourcing un petit peu régulier et de repérer des opportunités de ressources à court et moyen terme. Et par extension, c'est aussi une façon de sourcer des alternants, parce que c'est aussi un des sujets, vous êtes aussi sur un secteur dans vos métiers où l'alternance peut être une réponse à la formation, au recrutement par rapport à vos prérogatives respectives aussi. La notion de formation par alternance, il y a vraiment deux notions, et puis on reviendra peut-être tout à l'heure par rapport à un exemple auquel j'ai pensé de vous présenter. C'est qu'il y a la notion de formation en alternance que tout le monde connaît, hein, donc contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, avec la particularité que pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de délai d'âge moyen, enfin maximum pour accéder à l'apprentissage. Ça, c'est un point que c'est important de redire, qui est de plus en plus connu, mais c'est important de le redire. Mais l'alternance, ça peut être aussi la formation alternée. Donc on n'est pas sur un contrat d'apprentissage, mais on est sur une formation avec des périodes régulières de stage en entreprise ou enfin, en milieu d'emploi. Donc c'est les deux vecteurs où on peut comme ça aussi sourcer et accompagner les choses. Et le fait d'avoir identifier en amont via des PMSMP une personne qui est venue pour découvrir un métier, préparer son entrée en formation, peut-être que dans son entrée en formation, peut-être qu'elle la fera en alternance, pourquoi pas chez vous, ou peut-être qu'au cours de sa formation, si ce n'est pas un contrat d'alternance, elle aura besoin de stage. Voilà, et donc peut-être que ce sera, du coup, vous la connaîtrez déjà. Donc du coup, dès qu'elle rentre en formation, ça vous permet d'anticiper les périodes de stage, à quelle date elles seront, etc. Donc c'est aussi vraiment une gestion GPEC, je pense, intéressante du point de vue de l'entreprise. Voilà. Et puis du point de vue de la personne, parce que c'est quand même aussi, j'ai parlé du point de vue administratif, les intérêts du point de vue des entreprises ou de l'employeur, mais il y a aussi du point de vue de la personne. C'est aussi se confronter à la réalité, au métier et au secteur et aux conditions d'exercice et d'emploi. Ça, je pense que c'est vraiment important avant de s'engager soit dans une recherche d'emploi, soit dans une formation. C'est de savoir, en immersion auprès des professionnels, c'est de me rendre compte de la réalité. Comment je me trouve face à telle situation professionnelle, tel environnement, tels horaires de travail, les salaires pratiqués, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai conscience pour pouvoir me déterminer et porter mon propre projet ensuite? Et concrètement, pour en bénéficier, est-ce qu'il y a des conditions? Alors, la personne, elle garde son statut, elle n'est pas salariée, hein, c'est vraiment une convention de stage qui est tripartite, qui va être signée entre l'employeur d'accueil, la personne elle-même et l'établissement prescripteur, donc Pôle emploi, Cap emploi ou les missions locales pour un jeune, y compris pour un jeune travailleur handicapé qu'il pourrait accompagner. Donc ça, c'est déjà important que ce soit tripartite pour vraiment définir les conditions dans lesquelles on mobilise cette immersion facilitée. Est-ce que c'est pour découvrir un métier? Est-ce que c'est pour préparer une formation? Ou est-ce que c'est pour préparer un recrutement? On revient toujours à cet objectif pour ne pas perdre l'objectif. Donc du coup, il y a une convention de stage. Voilà, administratif qui définit pourquoi et puis comment ça va être mis en place et auprès de quel service et auprès de quelle personne la personne va être accompagnée et accueillie et tutorée pendant cette période qui va être d'une période de... alors c'est une semaine, normalement c'est un mois maximum. Mais un mois maximum. Voilà, mais c'est pas forcément obligatoire un mois. Ça veut dire que découvrir un métier, une semaine peut suffire. Est-ce que ça peut être reconductible ou pas? Alors il y a une règle. Après il y a toujours des situations dans lesquelles on peut, parce qu'on a pu faire un mois pour découvrir le métier et ensuite se dire tiens c'est pas mal, mais finalement un autre établissement ou un autre service me permettait de préparer une formation peut-être plus ad hoc, parce qu'il y a ça aussi dans un employeur qui accueillerait une personne pour découvrir un métier, mais il se dirait avec le tuteur, bah non, finalement, chez nous, ce serait peut-être mieux que vous alliez vers tel métier qui correspondrait mieux. Et bien là, on peut peut-être engager une deuxième PMSMP sur une deuxième semaine, voilà, et ça peut être séquencé, c'est pas forcément à la suite. Donc ça peut être assez souple, et c'est pour ça qu'il faut vraiment voir cela avec le partenaire qui va prescrire en fait la mesure, dans l'idée de construire le parcours toujours. Et donc un employeur qui aura envie de mettre en place donc une immersion facilitée, qu'il est ou pas le candidat, il fait comme ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la team handicap, il s'adresse à son conseiller. Oui, alors il y a déjà un site qui est en cours de déploiement qui s'appelle l'immersion, on pourra redonner peut-être qui s'appelle l'immersion facilitée beta.gouv, voilà, sur lequel les employeurs peuvent faire part de
de leur situation d'employeur accueillant sur quel métier. Donc ça, c'est une possibilité de le mettre en vitrine, on va dire. Et ensuite, et c'est là où c'est important de développer ces réseaux partenaires par rapport au métier que l'on a en interne, c'est soit de contacter son partenaire, son conseiller partenaire en disant si vous avez besoin, moi je suis prêt à accueillir des personnes dans le cadre d'immersion facilitée, et en général les partenaires, qui soient organismes de formation, qui soient, savent vers quel partenaire ils peuvent aller proposer en disant tiens, là j'ai telle personne, telle condition, est-ce que c'est possible à tel moment, oui, non, voilà. Après, ça n'engage, il faut que ça réponde vraiment à l'objectif. Donc si c'est un moment où on n'est pas en capacité d'accueillir, vaut mieux dire non, là c'est pas possible, mais en revanche on pourra le faire dans 15 jours, dans un mois ou dans 3 mois, revenez, effectivement on pourrait en parler. Ça, c'est vraiment important. Ok. Vous aviez évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez pensé, en préparant cette interview, à un exemple concret. Oui, oui. Ouais. Alors, c'est vrai que l'immersion facilitée, elle est d'autant plus intéressante pour les publics en situation de handicap que la majorité sont en repositionnement professionnel. C'est-à-dire que beaucoup ont une première partie de carrière sur un métier pratiqué antérieurement, et la vie ou la situation de travail fait qu'ils doivent repenser un nouveau métier pour une seconde partie de carrière, ou une troisième partie de carrière parfois. Donc du coup, c'est vrai que quand vous avez toujours pratiqué le même métier et que finalement vous vous positionnez sur autre chose, vous n'avez peut-être pas l'occasion, sauf si votre frère, votre sœur ou votre beau-frère faisait ce métier-là, de mieux le connaître. Donc c'est vrai que l'immersion facilitée, en ce sens-là, elle est vraiment intéressante. Moi, je trouve qu'elle est intéressante aussi, et là c'était le cas, parce qu'elle permet de confronter pour la personne le fait que même si elle ne faisait pas le même métier, elle a des savoir-faire et des savoir-être acquis dans son ancien métier qui vont être utiles, comme la relation à la personne, comme le travail d'équipe, comme le reporting, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes qui peuvent rassurer aussi tout le monde dans un projet de rejoindre vos secteurs. En l'occurrence vos secteurs, mais tous les secteurs, ça peut être le cas. Donc j'ai pensé à une jeune femme qui avait 34-35 ans quand je l'ai rencontrée, une jeune femme, Rosaline, voilà. Qui était une jeune femme qui était déficiente auditive et qui avait vraiment elle voulait s'occuper de personnes âgées sans savoir vraiment comment le nommer, etc. Et en travaillant avec elle, on s'est dit le métier d'auxiliaire de gériatrie en institution était intéressant pour elle. Alors il y avait ça, ou aller chez les personnes. Vous voyez, il y a toujours deux types d'optiques, mais en tout cas on avait pensé pour elle à auxiliaire de gériatrie, et on avait identifié une formation qui nécessitait sur 9 mois, qui nécessitait justement des alternances. C'était pas un contrat d'alternance, mais des alternances en établissement, en stage. Et en fait, avant de s'engager dans ce projet direct de recherche d'emploi ou d'entrée en formation, donc j'avais en partenaire un établissement, un EHPAD en fait, en proximité de chez elle, que j'ai contacté, et je lui ai dit on a besoin de vous pour que Rosaline elle se confronte à ce métier-là et voir si ça convient, et voilà. Donc l'établissement l'a accueillie à les bras ouverts, parce que c'est des métiers sur lesquels ils avaient des besoins. Et en fait, ça a rassuré aussi l'organisme de formation parce qu'effectivement, une fois que tout s'est bien passé et que j'ai eu un retour de l'établissement en disant mais le jour où elle est formée, je vous l'embauche tout de suite, ça a rassuré l'établissement de formation. D'abord, ça a rassuré les financeurs, parce que quand on fait un dossier de financement de formation, quand on dit la personne elle a confronté ce projet, il y a une entreprise qui est déjà intéressée pour l'accueillir pendant son stage et pourquoi pas pour l'embaucher, ça rassure le financeur. La jeune femme était rassurée aussi sur ses capacités et sur effectivement son niveau pour pouvoir tenir ce poste-là. L'organisme de formation qui avait jamais accueilli un stagiaire en situation de handicap et qui était un petit peu effrayé par la déficience auditive, en fait, m'a dit après que c'était la meilleure stagiaire de la promotion. En fait, comme elle était malentendante, je pense qu'elle entendait aussi peu que les personnes âgées dont elle s'occupait. Donc elle était beaucoup en contact pour se mettre face à eux, pour leur parler. Elle les touchait pour les comprendre. Et de son handicap, en fait, a rendu visible une particulière empathie vis-à-vis des personnes. Et du coup, ça a beaucoup plu à l'EHPAD qui l'avait accueilli en immersion facilitée et à l'organisme de formation qui l'a trouvé très assidu et effectivement très, très attentive à tout ça.
et le financeur était tout à fait satisfait de financer quelque chose où il savait que la personne elle signait un contrat à la sortie. Voilà. Et tous les stages, bien sûr, ont été faits en lien avec l'EHPAD. Alors, l'honnêteté, je dois vous dire que j'ai provoqué plusieurs autres stages. L'idée, c'était aussi qu'elle puisse confronter. Il y avait 3 stages à faire. Elle avait fait la première immersion dans tel EHPAD. Je lui ai dit, c'est bien d'en voir plusieurs. Même si vous retournez, c'est bien de voir différents environnements de travail pour vraiment construire ce projet. Et après, vous déterminez effectivement que vous voulez rejoindre cette EHPAD qu'elle a rejoint effectivement. Ok, merci Anne-Cécile en tout cas pour ce témoignage et cette mise en avant d'expérience très, très concluante. Est-ce que, je vois que le temps passe un peu vite, mais si vous aviez à nous dire qu'est-ce qui peut être l'intérêt pour des employeurs de collaborer, de travailler avec vous, vous le résumeriez par quoi ? Alors, moi, je pense que c'est d'avoir un chargé de mission vraiment identifié, parce que la relation interpersonnelle, elle est, je pense, essentielle. Il ne faut pas oublier que l'intégration des personnes handicapées, c'est du cousu humain. Hein. On ne travaille pas sur de l'envoi de fichiers, etc. On travaille avec chaque personne, chaque poste. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Donc, travailler avec un chargé de mission identifié qui va, pour vous, être aussi un relais de sourcing élargi, qui va être un relais d'idées dans la construction des parcours sur les mesures qui vont exister, et qui va surtout se rendre disponible aussi pour venir sur votre site de travail, pour vous rencontrer dans la création de pour installer la relation, mais aussi tout simplement pour mieux appréhender l'environnement de travail, le collectif de travail, et du coup gagner aussi derrière en pertinence dans la proposition des candidatures. Je me permets une dernière question. Est-ce que vous avez d'autres bons conseils de recrutement à nous donner ? Alors, c'est toujours, comme on dit, les conseillers ne sont pas les... Voilà, je sais pas. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de recettes magiques. Hein. Faut pas... Bon, le métier, nos métiers, c'est comme les métiers de vos adhérents. Hein. C'est des métiers de relation, c'est des métiers de la relation à l'autre. Hein. Voilà. Donc, nous, notre métier, c'est des métiers de la médiation emploi. Donc, de faire rencontrer de créer la rencontre entre des besoins et des ressources. Donc, des personnes avec leurs talents, leurs difficultés, leurs envies et les employeurs et ce dont ils ont besoin. Donc voilà, c'est vraiment de la médiation. Et la médiation, c'est ajusté. Donc c'est ajusté par la formation, c'est ajusté par peut-être la formation du collectif de travail, c'est peut-être ajusté par mettre en place un aménagement de poste si c'est nécessaire. Voilà, donc c'est des métiers de l'ajustement. Et des métiers de l'ajustement, c'est des métiers avant de la rencontre. Donc je dirais que pour moi, le bon conseil, c'est rencontrer, créer votre rencontre avec un conseiller ou 2 conseillers et qui seront derrière embarquer avec eux leur réseau de partenaires. Merci Anne-Cécile. Nous allons mettre fin donc à ce webinaire indispensable donc consacré au Team Handicap Pôle Emploi Cap Emploi et au focus sur l'immersion facilitée. Sachez que tous les événements webinaires de ces journées indispensables sont disponibles sur le site handispensable.org et vous pourrez les consulter en replay et tous les liens seront également mis à disposition avec tous les outils pratiques évoqués et présentés. Et si je peux me permettre une toute petite, parce que vraiment en conclusion, je pense que c'est important aussi dans le conseil RH, c'est n'oubliez pas vos équipes, vos professionnels qui pour moi sont le pair à pair, sont vraiment des ambassadeurs de vos métiers à ne pas oublier. Merci à Cécile, à très bientôt, au revoir.